Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables et moralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boom Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif, te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier et financier, principalement cryptoactif. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser une note 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous. On espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors pour nous c'est un peu plus compliqué, là ça y est, on repart dans une période un peu agitée, on comprend pas, il y a plein de choses qui nous tombent un peu dessus. Ouais, il y a plein de soucis dont on a déjà parlé dans d'autres épisodes, mais qui en fait se règlent pas, qui avancent pas, et en fait ça s'accumule, et puis quand vous avez genre 4, 5, 6 problèmes en même temps, à la fin ça commence un peu à être long. Ouais, et on devait vous faire du coup aujourd'hui un épisode au début sur toutes les dingueries qui nous sommes arrivées, mais en fait c'est toujours pas réglé, donc on attend d'avoir les fins mots de l'histoire pour vous dire ce qui s'est passé. Quel point, surtout d'un point de vue légal, juridique, etc., ça nous impactait et vous faire du coup un retour là-dessus, mais pour l'instant c'est pas terminé, donc on fera ça pour la semaine prochaine, je pense. On fera un épisode peut-être un peu longué sur l'intro, mais au moins... C'est ça, on fera un décalage d'une semaine, c'est pas très grave. Mais on vous a quand même du coup, aujourd'hui on vous a trouvé un autre thème, on va vous parler d'expatriation, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester du coup. J'arrive pas à parler aujourd'hui, c'était... Ouais, il va falloir que tu travailles ton élocution. Je prenne un deuxième café. Pas assez de caféine. C'est ça. On va commencer avec les boom anecdotes de la semaine. Bon, on garde les grosses du coup pour la semaine prochaine parce que c'est les mêmes que la semaine dernière, mais on vous les garde du coup. Mais il nous est arrivé 2-3 trucs quand même un peu... toi par exemple, tu veux nous parler du boulgour quiz? Oui, bah, en fait, tu vois, j'en ai même une deuxième un peu marrante qui m'est revenue en même temps. Donc, ouais, au boulot, c'est bon, vous savez, je râle souvent sur mon job, mais plus les semaines passent et plus en fait à chaque fois il se passe un truc où je me dis bon en fait quoi qu'il arrive imaginons même que je ne quitte pas le salarié, en fait quitter cette entreprise c'était la bonne décision parce que là cette semaine ils nous ont sorti, alors heureusement c'est une réunion non obligatoire en distanciel, mais c'était le boulgour quiz, donc en fait c'était tout un questionnement, même pas trop rentrer dans les détails, mais en fait juste le nom, vous comprenez à peu près quel type de questions il y allait avoir dedans, et en fait je sais pas quoi, on est dans une banque, on est là pour bosser, à la limite qu'ils nous fassent je sais pas des réunions sur des thèmes financiers, économique, qu'on apprenne un peu un truc quoi. C'est vrai que ça se voit pas mal dans les entreprises, des trucs un peu de team building et puis des choses en fait où enfin nul peut-être, mais on dérive complètement du cadre professionnel et en fait si on n'est pas d'accord de faire le boulgour quiz, tu vois. Non mais c'est ça, mais je sais pas si je travaillais chez Panzani, à la limite pourquoi pas, tu vois, mais genre je sais pas, je travaille dans une banque, normalement on n'est pas censé se poser des questions quoi. Enfin, à chaque fois c'est un décalage complet avec et puis tu sais genre on est des salariés, on a des vraies aspirations entre guillemets de niveau de vie, de rémunération, de charge de travail, tu vois, il y a des sujets en fait à aborder dans l'entreprise, et franchement nous faire des trucs aussi décalés, je trouve vraiment que pour moi, je vois presque comme un manque de considération, quoi. Et ça montre aussi un peu, alors moins du coup dans les petites boîtes comme la mienne, mais dans les grosses comme la tienne, en fait, que entre le côté opérationnel, les mecs qui réfléchissent à la com et les cadres de dire qui réfléchissent plus ou moins à la stratégie globale, en fait, il y a des décalages de partout, ouais. En fait. Enfin, je veux dire, vous êtes débordés, vous êtes en sous-effectif, parce que bon, du coup, tout le monde le sait, je suis dans ton travail, mais tu poses ta démission bientôt. Visiblement, tu as une de tes collègues qui va poser sa démission aussi. En fait, les démissions pleuvent. En fait, il y a toujours un décalage avec, du coup, on vous fait faire des trucs de merde. Pareil, t'avais la fresque du climat la semaine dernière. Enfin, je veux dire, des choses où, en fait, c'est complètement en décalage. Et c'est fou en fait, c'est fou. Mais c'est peut-être la seule fois dans ce podcast où je vais faire mon communiste, mais vraiment je trouve qu'il y a un certain mépris de classe en fait entre la direction, je l'avais déjà expliqué dans d'autres épisodes, mais qu'en gros la direction, le comité de direction, ils se sentent un peu comme des seigneurs, tu vois, qui ont des prérogatives un petit peu, enfin je sais pas, ils arrivent
par ce genre de petites actions et par les mots, par les phrases, par la manière dont ils vont présenter les réunions, en gros, à vous faire comprendre que vous êtes des merdes et que eux ils pèsent, tu vois. Et vraiment, c'est dérangeant. C'est dérangeant parce qu'encore une fois, c'est pas leur boîte, tu vois. Genre, c'est pas eux qui ont créé la banque. La banque, elle existe depuis genre 200 ans. C'est juste des mecs qui ont été là au bon moment. Oui, puis c'est très politicien. Enfin, très politicien quand tu vois comment est-ce qu'ils sont nommés. Enfin, parce que du coup, vous, en plus, en interne, vous avez les petits ragots, les petits trucs. Tout finit toujours par se savoir. Et en fait, quoi. c'est juste que oui, comme tu dis, ils étaient là au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, en fait. Oui, ou qui sont à la bonne loge, quoi. Enfin, dans les détails là-dessus, mais bon, à un moment donné, il faut le dire, quoi. Pardon, donc c'est pour ça que c'est toujours très très dérangeant. Et sinon, j'ai une petite anecdote un peu plus drôle qui m'est arrivée cette semaine. Là, en ce moment, c'est les déclarations d'impôts. Je pense que tous les auditeurs du podcast, ils sont pareils. Bon, heureusement, nous, c'est entre guillemets facile avec Marie parce que c'est un peu notre job. Mais forcément, autour, on a tous nos amis qui nous demandent. Et là, j'ai une amie un petit peu inquiète qui me dit, écoute, je suis en train de remplir ma déclaration. Et en fait, j'ai un problème. J'ai un tableau d'amortissement à remplir dans la déclaration. Je comprends pas pourquoi pour mes revenus fonciers. Moi je bug un petit peu parce que j'en ai rempli rien que cette année j'en ai rempli au moins une dizaine de déclarations d'impôts et en fait ça me dit absolument rien. Je lui dis t'es sûr et tout, je lui dis écoute t'inquiète pas on va regarder et genre en fait là elle me sort l'annexe du coup de sa déclaration qu'elle devait remplir et c'était une 2062 et vraiment là je me retrouve comme un con. Je me dis mais putain c'est quoi la 2062 je ne connaissais pas cette annexe. Du coup je cherche sur internet et en fait c'est l'annexe qui sert lorsque vous faites un prêt entre particuliers par exemple. Vous faites un prêt à un ami à intérêt, je sais pas, vous prêtez 5 000 € à votre ami à 3%, du coup il doit vous payer les 3% tous les mois ou tous les ans, etc. Et en fait ça, vous devez le déclarer à l'administration fiscale parce que vous êtes imposé dessus. Et en fait il y a une annexe spéciale qui est dédiée à ça. Et ce qui se passe c'est qu'en fait mon ami s'était trompé en cliquant à l'endroit quand vous remplissez votre déclaration en ligne de la sélection des annexes. Elle s'était trompée, elle l'avait coché par inadvertance et du coup elle pensait que c'était obligatoire de la remplir. Et vraiment moi je me suis retrouvé comme un con devant parce que c'était la première fois que je voyais cette annexe, je ne l'avais jamais vu parce qu'honnêtement je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui fait en fait un prêt à intérêt avec des particuliers, sachant qu'en France c'est déjà une activité qui est très 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 compliquée parce qu'il faut savoir qu'il y a un monopole bancaire sur le prêt d'argent et que donc en fait vous ne pouvez faire du prêt entre particuliers qu'à titre très accessoire et non professionnel, contrairement par exemple aux États-Unis. Aux États-Unis vous avez beaucoup d'argent, vous voulez entre guillemets que c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de petites banques aux États-Unis parce qu'aux États-Unis n'importe qui peut décider de prêter de l'argent aux autres et de se faire rémunérer là-dessus à titre professionnel. Et en France c'est totalement interdit, sinon vous êtes entre guillemets qualifié d'usurier et en fait c'est illégal d'être usurier en France. Il y a que les banques en fait qui ont le droit de l'être et du coup c'est pour ça qu'elle avait cette fameuse 2062. Enfin bon bref, la 2062 vous en servirez jamais, mais c'était pour l'anecdote que j'ai trouvé ça assez drôle parce que vraiment tu sais moi qui viens un petit peu pour lui donner un coup de main et qui est censé un peu être le spécialiste de la déclaration et là d'un coup je me trouve comme un con devant une annexe que j'avais jamais vue quoi. Bref, après je sais pas si du coup tu notes comme moi. Alors moi faut savoir que je fais une allergie aux impôts sur le revenu. Je déteste faire ça. Vraiment je suis pas bonne là-dedans. Je trouve ça trop compliqué et je trouve que surtout plus les années avancent, plus le formulaire il est intrusif et tu vois il te pousse à donner un maximum d'infos alors que bon en fait soit c'est l'État qui calcule ce que tu lui dois, soit si on part du principe que c'est nous qui devons calculer ce qu'on lui doit, et ben en fait t'es pas obligé de lui donner autant d'infos, tu vois, tu dis ben je vous dois tant et c'est tout quoi. Et en fait je me retrouve pour des clients à remplir les adresses des enfants, enfin les revenus, les machins, je suis là mais what the fuck. Oui, surtout que maintenant il y a les déclarations des biens immobiliers. Donc si vous êtes investisseur immobilier, vous le savez, vous devez déclarer quand vous louez un de vos logements à quelqu'un, vous devez en gros renseigner ce qui compte c'est celui qui est au 1er janvier de l'année de déclaration. Donc vous avez jusqu'à fin juin pour remplir cette un petit peu annexe de déclaration de revenus, même s'il n'est pas tout à fait au même endroit sur votre site impôt.gouv. Et en fait on doit remplir vraiment la date exacte, on doit remplir premier nom, deuxième prénom, troisième prénom, date de naissance. Et en fait elle est en train de te dire non mais ça va, la collecte d'informations à un moment donné ils sont bien sympas, mais bon ils veulent que je leur envoie le bail et les tests d'ADN aussi, comme ça au moins ils auront tout quoi. C'est vrai que c'est assez dérangeant. Ouais. Bon bah voilà, est-ce qu'on a d'autres on avait peut-être une question d'abonné. Ouais, on avait une petite question cette semaine qui va être assez courte mais qui peut toujours être intéressante. Si un jour vous êtes posé la question, en fait on a une abonnée du podcast qui nous a demandé, parce qu'en fait elle achète un immeuble où en fait il y a un grand appartement et un local commercial au rez-de-chaussée, et dans le local commercial en fait il y a
une agence immobilière qui loue le local et elle m'a demandé si c'était un problème parce qu'elle est investisseur débutante entre guillemets, donc elle a pas encore, on va dire, une connaissance parfaite de tous les petits points de détail qu'on peut apprendre sur l'investissement immobilier. Et elle se demandait si, entre guillemets, le fait d'avoir une agence immobilière et que du coup ils allaient peut-être mieux s'y connaître qu'elle dans les baux et dans notamment là en l'occurrence un bail commercial, est-ce que ça allait être peut-être un problème pour elle à terme? Et je l'ai rassuré que non, parce que bon, une agence immobilière, c'est pas une activité. Par exemple, si c'est avocat, ça peut tout de suite être un peu plus compliqué, sachant que nous, on a un de nos locataires sur un bureau professionnel qui est avocat, mais ça se passe très bien. Mais c'est vrai que les avocats, ils sont toujours un peu la réputation, d'être procéduriers et donc d'être un petit peu la profession à éviter quand vous faites des locations. Je savais pas. Ah si, normalement, même dans l'habitation, si un jour vous avez un locataire qui vous dit qu'il est avocat, méfiez-vous, soyez procédurier. Oui, c'est ça. En fait, soit vous savez que vous êtes carré de chez carré, auquel cas, ok, soit vous n'êtes pas carré de chez carré. À ce moment-là, prenez pas un avocat comme locataire, vous allez avoir des problèmes, quoi. Et bref, du coup, elle me posait un peu cette question-là pour l'agence immobilière. Et non, sincèrement, l'agence immobilière, vous avez aucune raison de vous méfier. En plus, en l'occurrence, c'était un petit loyer. On était dans une très petite ville rurale, mais le loyer, pour vous donner un ordre d'idée, c'était 300 € par mois. Dans tous les cas, il n'y a même pas de risque de paiement du loyer ou quoi. Donc non, c'est pas du tout un souci que vous ayez ce type de locataire sur un local commercial. Est-ce qu'on passerait pas au thème du jour? Ah si, let's go. Épisode un peu léger, là, on en a besoin. Ouais, exactement. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de vous parler de l'expatriation aujourd'hui? Déjà, en fait, nous, on a... au moins 6-7 amis, je pense. Ouais, qui sont partis en Suisse dans la dernière année, je pense. Alors, pas que la Suisse. En Suisse, on a... même plus que ça. En Suisse, on a 6 personnes. On a une personne en Angleterre. Oui. Et après, on a 2-3 autres. C'est parfois des amis moins proches, mais on a pas mal de gens autour de nous qui voyagent beaucoup et qui sont presque des expatriés, avec le peu de temps qu'ils passent en France. Qui vivent alors qu'ils sont toujours résidents fiscaux français parce que ça reste entre guillemets ici qu'ils ont le centre de leurs intérêts, qui est le pays dans lequel ils passent le plus de temps dans l'année, mais on donne un ordre d'idée, ils passent moins de 3 mois en France par an, quoi. Donc c'est vrai qu'on en a de plus en plus autour de nous et on s'est dit que c'était un sujet qui pouvait être intéressant là-dessus parce qu'en fait dès que vous êtes, j'ai déjà remarqué, dès qu'on est plus ou moins dans des groupes d'investisseurs, etc., la question de l'expatriation dans les conversations, elle va revenir souvent assez vite. Pourquoi? Parce que je pense qu'on va en parler un peu plus tout à l'heure, mais il y a quand même un constat qu'aujourd'hui la France, ça tourne plus très bien ou plus comme ça devrait l'être ou plus comme ça tournait avant, et donc il y a un peu ce désir d'aller chercher mieux ailleurs et d'aller voir dans le pré du voisin si l'herbe est plus verte, mais ça sous-tend pas mal d'autres sujets et d'autres questions qu'on va aborder aujourd'hui. Parce que pour notre entourage, principalement déjà, c'est l'argent. Oui, souvent. Et en fait, souvent j'ai l'impression que c'est un bon move, en tout cas quand ils partent en Suisse, parce qu'ils doublent tous leur salaire. C'est un truc de malade. Même un peu plus. Pour les mêmes postes, ils ont doublé leur salaire. Les mêmes activités. Donc parce que c'est vrai qu'on a je pense déjà qu'il faut, c'est une première distinction un petit peu à faire quand tu t'expatries. Est-ce que, entre guillemets, tu t'expatries vraiment dans un pays où tu vas devoir, entre guillemets, lâcher complètement ta famille et ta culture en mode, tu pars, je sais pas moi, aux États-Unis, tu pars en Asie, tu pars en Australie, où là, il y a des longs trajets en avion qui ont un certain coût, donc tu peux pas revenir tous les week-ends. Ou c'est vrai, est-ce que tu pars en Suisse? Nous, pour vous donner un ordre d'idée, on habite à Montpellier. Quand tu pars en Suisse, c'est quoi? C'est 4-5 heures de route, donc ils peuvent revenir 1 ou 2 fois par mois, c'est pas un souci. Et finalement, c'est plus proche que, par exemple, quelqu'un qui déménagerait pour le boulot à Paris. Finalement, être en Suisse, c'est plus proche de chez nous. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu différent parce que, certes, ils partent dans un autre pays, mais au final, c'est plus proche que certaines villes françaises, quoi. Et du coup, il y a ce choix de pays, tu vois, déjà qui tombe. Et je pense que c'est une des choses les plus dures quand tu t'expatries, c'est choisir son pays, en fait. Pourquoi la Suisse? Pourquoi la Suisse, en soi, ça ressemble à la France? Alors, en fait, ils ne font pas partie de l'Union européenne, ça d'accord. Le pouvoir économique, c'est un peu mieux. La croissance économique, c'est un peu mieux. En fait, le pouvoir d'achat est mieux, mais ils payent quand même pas mal d'impôts, donc... Tu vois, pourquoi est-ce qu'il faut... c'est sûr que si c'est pour des questions fiscales, tu pars pas en Suisse, parce que la Suisse, c'est pas... La Suisse, t'es un petit peu moins imposée qu'en France de manière globale. Alors, pas sur l'impôt sur le revenu, il faut toujours distinguer, en fait, par impôt. C'est surtout les impôts sur les entreprises qui sont plus faibles en Suisse qu'en France. Donc, si par exemple, t'es entrepreneur, ça peut valoir le coup d'aller créer ta boîte en Suisse si tu peux le faire. Maintenant, si t'es salarié, tu pars pas en Suisse pour, effectivement, la question fiscale. En général, tu vas partir en Suisse, c'est souvent pour la rémunération, c'est-à-dire qu'en général,
toujours salarié, et tu pars en Suisse parce que tu sais que par rapport à ce que tu gagnes en France, tu vas faire x2, voire x2,5 sur ton salaire, parce qu'en fait c'est un pays qui économiquement est bien mieux porteur que la France. Alors attention, le coût de la vie est pas le même aussi, donc il y a toujours un petit peu cette cohérence entre coût de la vie et rémunération. Néanmoins, quand tu pars là-bas un peu dans une démarche de français en te disant qu'à un moment donné tu reviendras et que tu pars un petit peu en Suisse pour coffrer, en fait c'est une bonne décision. D'ailleurs on avait une question d'un abonné la semaine dernière, je sais pas si tu te souviens, qui était parti en Suisse et qui investissait avec son père en société. Donc effectivement tu pars souvent en Suisse pour faire des gros billets, des gars ça bye bye patron, et puis pour après pouvoir revenir plus tard en France et éventuellement investir si c'était ton choix, ou éventuellement en tout cas te créer un capital qui te permettra d'acheter une plus belle maison, etc. Enfin bref, il y a plein de raisons qui font que tu peux partir en Suisse et revenir. Tu peux aussi partir en Suisse et t'installer là-bas. Là c'est plus difficile parce que l'immobilier en Suisse est très très cher, et avant de pouvoir s'acheter une maison là-bas, je pense qu'ils veulent pas de toi, honnêtement. Si, justement, tu vois, ça c'est assez particulier, mais c'est aussi une des raisons de pourquoi les gens vont facilement en Suisse, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu as la nationalité française, en fait, c'est très facile d'aller en Suisse. T'as pas de. Je sais pas, moi j'avais entendu que les Suisses ils aimaient pas les Français, tu vois. Oui, mais t'as une différence entre guillemets avoir un peu cet a priori négatif, et du coup, effectivement, dans les entreprises, entre le Suisse, le Français qui vit en Suisse et le Français qui vit en France, t'as quand même une distinction. C'est sûr que si t'es Suisse avec les mêmes diplômes, tu vas être recruté plus facilement que le mec qui est français qui vit peut-être même pas en Suisse. Donc effectivement, ça c'est un premier point, mais c'est un point qui est, on va dire, plus culturel, qui est pas juridique. Alors qu'il y a beaucoup de pays où tu t'expatries, où de 1, tu débarques pas comme ça, de 2, même si l'entreprise veut de toi, tu travailles pas là-bas non plus comme ça, tu vois. Donc c'est quand même des points qui sont assez importants, et tu pars en Suisse parce que c'est assez facile d'un point de vue administratif de pouvoir vivre là-bas, de pouvoir travailler là-bas. T'as pas de frontières physiques. Alors certes, t'as des contrôles aux frontières suisses, mais bon, on s'entend, quoi. Je veux dire, c'est pas comme passer la douane aux États-Unis, quoi. C'est pas du tout c'est pas du tout le même type de contrôle. Donc c'est très facile de travailler en Suisse pour ces raisons-là. Surtout que ça reste un pays où ils ont pas de chômage, donc ce qui veut dire qu'en fait t'as souvent des emplois disponibles, et que tu as beaucoup de cas où ça arrange un petit peu les patrons d'avoir des travailleurs étrangers. Et d'ailleurs, bon, là on parle de français parce que bon, c'est ce qui nous concerne, mais on a justement un ami aussi qui travaille dans le bâtiment en Suisse, et en fonction des spécialités, c'est des nationalités. Par exemple, les maçons sont tous portugais, les électriciens c'est souvent des pays de l'Est, tout ce qui est couvreur, charpentier en général c'est plutôt français. Donc vous voyez que même là-dessus, il n'y a pas que des Français, des Italiens ou des Allemands qui vont en Suisse, il y a vraiment toutes les nationalités européennes qui s'y retrouvent là-bas, quoi. Ouais, c'est fou ça. C'est fou. Et d'ailleurs, tu vois, je vois sur Insta, parce que du coup là on parle de la Suisse, mais ça me fait penser, je vois pas mal de jeunes qui partent genre vivre quelques mois en Australie, incroyable, et ils vont faire des métiers vraiment, vraiment ils avaient un métier de bureau en France, et là ils partent faire des métiers qui sont vraiment plus durs physiquement, c'est-à-dire travailler dans les mines, ou faire couvreur, ou ramasser le maïs, tu vois, des trucs vraiment, en fait c'est bête et méchant, mais en fait ils se font vraiment beaucoup d'argent parce qu'ils font les heures sup, et que les Australiens ont besoin de main d'œuvre visiblement, et du coup ils travaillent comme ça, comme des acharnés, genre 70 heures semaine pendant une certaine durée. Et en fait, après, ils se cassent avec l'argent dans vivre un peu la Dolce Vita. Je pense surtout aux pays où c'est moins cher, tu vois, genre l'Asie, etc. Mais pourquoi est-ce qu'ils partent en Australie faire ça et qu'ils peuvent pas le faire chez nous? C'est fou quand même, tu vois, parce que en plus à chaque fois c'est des métiers, je suis désolée, c'est des métiers qui donnent pas envie, tu vois, mais qui sont payés cher parce que justement c'est dur. C'est dur. Tu vois, c'est quoi ton avis dessus? Alors, t'as déjà le fait que l'Australie, même si c'est pas le pays le plus facile pour s'installer à long terme et pour entre guillemets la résidence permanente en Australie, néanmoins, alors je sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui. Là, je parle sous le fact-checking parce que je crois que ça a évolué les dernières années, mais c'était un pays où quand t'avais moins de 25 ans, c'était très facile d'avoir un visa, que ce soit pour le tourisme, les études ou le travail. Genre, je crois vraiment qu'ils avaient une distinction. En gros, t'avais moins de 25 ans, plus de 25 ans, c'était pas les mêmes règles. Du coup, quand t'étais jeune, c'était facile, entre guillemets, administrativement, d'aller en Australie pour une de ces raisons. Effectivement, celle de travailler, c'est assez facile de débarquer en Australie, de trouver un job par rapport aux États-Unis. On va vous demander la carte verte, on va vous demander des documents complémentaires. L'Australie, c'est plus simple pour ça. En tout cas, si t'es jeune, je sais pas encore si c'est toujours le cas aujourd'hui. Je pense que oui, parce qu'on a eu quelques exemples plus ou moins proches dans notre entourage récemment. Mais je sais qu'il y a 5-6 ans, c'était très très facile là-dessus. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, et je pense qu'il est la plus importante, c'est qu'en fait, il y a eu un
décrochage économique de la France, très sincèrement. Quand tu regardes économiquement le pouvoir d'achat et surtout le PIB par habitant de la France, on va dire au début des années 2000, entre les USA, la France, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, tu peux regarder un peu tous les grands pays développés. Bon, les États-Unis ont toujours été légèrement au-dessus de nous, mais je veux dire, on avait peut-être un gap de genre 10-20% avec les États-Unis. Aujourd'hui, on a un gap de 40% avec les États-Unis, et des pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, où on avait à peu près un PIB par habitant équivalent, une productivité par habitant équivalent également. En fait, on a eu un vrai décrochage là-dessus, ce qui fait que maintenant, quand t'es français, pour le même travail que tu fais en France, en fait, tu seras payé, alors peut-être pas 2 fois plus en Australie, mais tu seras nettement mieux payé en Australie. Il faut dire aussi que par contre, le coût de la vie en Australie est beaucoup plus important que la France. On revient un petit peu toujours dans un peu comme la Suisse, dans cette idée que c'est vrai que même si tu gagnes plus dans un pays, le pouvoir d'achat est pas forcément toujours meilleur, même si faut l'admettre qu'il l'est quand même. Donc quand tu vis en tant qu'étranger français en te disant que tu vas coffrer, donc tu vis peut-être en van, je sais qu'à un moment donné c'était très populaire de vivre en van en Australie, plus tu travailles 70 heures semaine, donc tu mets beaucoup d'argent de côté, t'as peu de dépenses. Derrière, effectivement, comme tu dis, tu mets beaucoup d'argent de côté. Derrière, tu peux te faire un petit peu quand on parlait de la génération Fire et de voyager de suite. C'est vrai que ça, c'est un moyen quand vraiment tu pars de zéro, que t'as pas encore investi, que t'as peut-être pas fini tes études, que t'as pas encore de taf en France, etc., de carrière ou autre, de te dire, mais je pars en Australie, je vais travailler 3-6 mois comme un acharné, et après je me prends 1 an et demi de vacances dans des pays où, par exemple, Vietnam, Thaïlande, honnête, pour 1 500 euros par mois, tu vis comme un prince, quoi. C'est clair. Et là, j'ai encore un exemple en tête. On a le frère d'une amie qui est plus âgé que nous. Du coup, je pense qu'il a la trentaine passée. Lui, il est parti au Canada il y a quelques années et il a monté une boîte dans l'immobilier qui fonctionne du feu de Dieu. Et tu vois, encore une fois, c'est des profils. Pourquoi est-ce qu'ils sont pas restés en France, tu vois, faire ça? Et je trouve ça fou, en fait. Et au final, c'est quand même un peu plus, j'ai l'impression, de notre génération de faire ça, de se casser, en fait, de pas rester en France. Oui, parce que alors bon, c'est pas forcément l'objet de cet épisode, parce que là on parle plutôt expatriation, pourquoi tu pars. Mais c'est vrai que dans la question de pourquoi tu pars dans le pays où tu pars, il y a aussi la question de qu'est-ce que tu quittes en France. Et aujourd'hui tu quittes, on va dire, des perspectives économiques qui sont pas hyper bonnes, un pouvoir d'achat des jeunes qui est vraiment faible. Encore une fois, il y a ce problème en France entre la rémunération notamment quand tu as fait des études, parce que c'est vrai que là tous les exemples qu'on a autour de nous, c'est beaucoup de gens qui ont fait, pas que, mais beaucoup de gens qui ont quand même fait des grandes études et qui ont en tout cas des diplômes à forte valeur ajoutée. Et en France, tu te retrouves avec ton bac plus 5 où on t'a vendu qu'en fait t'étais entre guillemets dans le top 5 des gens les mieux qualifiés du pays à gagner 1800, 2000 balles par mois, ce qui est pas du tout assez par rapport en tout cas au style de vie que t'imaginais pour on va dire les études et le travail que tu vas faire derrière. Donc tu te dis au final si je pars dans un autre pays, je vais gagner 2 fois plus, je vais vivre 1 fois et demie mieux et en fait j'ai toutes les raisons du monde de le faire. Surtout que pourquoi tu dis notre génération, c'est que pour nous c'est facile parce qu'en fait on n'a pas encore de maison, on n'a pas d'enfants, donc si on décide de partir maintenant et créer sa vie, par exemple comme le frère de notre ami au Canada qui s'est marié là-bas, qui a eu des enfants là-bas, etc., c'est plus facile qu'effectivement pour la génération de ceux qui ont déjà 40 ans, qui sont déjà installés, qui ont des enfants, qui ont déjà la maison, qui gagnent parfois, c'est vrai, un petit peu mieux que nous parce qu'ils sont depuis plus longtemps dans leur job. C'est sûr que c'est pour ça que nous on est la génération qui s'en va, quoi. Et je pense que c'est une question qu'on va nous poser. Est-ce que nous on envisage l'expatriation? Et qu'est-ce qui nous freine un petit peu si freinage il y a, et qu'est-ce qui pourrait nous freiner à l'expatriation? Alors c'est vrai qu'on y pense, on en parle souvent, c'est qu'entre nous, même avec nos amis, moi ce qui me freine en premier dans l'expatriation, c'est trouver le pays. Tu vois, parce que ça c'est quelque chose dont on parle pas, parce que là on vous a parlé de l'Australie, de la Suisse, du Canada. Moi c'est 3 pays qui me parlent pas du tout. Moi non plus. La Suisse parce que en fait je trouve que à part si tu y vas en tant que salarié, je vois pas trop l'intérêt. Si tu veux vivre comme un investisseur, alors faut aimer les montagnes, mais c'est pas mon del. Au soleil, c'est pas pour repartir en montagne, vraiment. C'est ça exactement. Ensuite t'as l'Australie. C'est très loin. Ouais, exactement, c'est très loin. Alors bon, encore une fois, l'Australie, c'est un pays continent, t'as un peu t'as pas tous les climats, t'as pas la neige, mais je veux dire, si tu vas à Nouvelle-Zélande à côté, tu peux l'avoir sur une partie de l'île. Donc c'est des pays où c'est vrai que tu peux un peu choisir le climat que tu veux, mais bon, c'est très loin, c'est quand même une culture qui est assez différente. Ouais, il y a une faune et une flore où on n'est pas du tout habitué ici, tu vois. Je suis désolée, mais apparemment, il faut vraiment faire gaffe aux insectes, etc. C'est des choses qu'on n'a jamais vu ici. Donc, c'est ça, et puis autant c'est des pays en vacances, ça doit être vraiment sympa, mais j'ai
du mal à m'imaginer vivre là-bas. Le Canada, trop froid pour toi. Moi, c'est ouais. un truc qui m'aurait toujours Toi, t'aurais plu, bien ouais. aimé le Canada, mais Ouais. moi, par exemple, c'est le genre. Et puis bon, c'est d'autres aspects, mais moi, on va dire que culturellement, le Canada, c'est pas trop mon délire non plus. En fait, j'aurais pas rencontré Julien à la fin de Master 1, je pense qu'on s'est mis ensemble. Ouais. En fait, j'avais prévu après mon Master 2 de partir. Et bon, au final, on s'est mis ensemble et les plans ont un peu changé. Mais vraiment, moi, j'ai un truc avec le Canada. J'aurais vraiment bien aimé au moins faire un an là-bas, voir ce que ça donne. Et tu vois, moi, le Canada, même pour des vacances, ça m'attire à peine. Ouais, je suis en train de négocier. Donc c'est pour ça qu'on serait pas forcément parti. Après, une fois que vous avez vu ça, je sais que les pays moins développés, que ce soit en Asie ou en Amérique du Sud, c'est pas forcément des pays où c'est facile de s'installer parce que bon, tu vas avoir une grosse barrière culturelle et de niveau de vie avec les habitants du pays. C'est pas toujours des pays avec énormément de sécurité. Et moi, par exemple, si je devais vraiment quitter la France, c'est pas pour des raisons fiscales. Le premier point, c'est la sécurité. Je trouve que en fait, je trouve que ce qui se passe d'un point de vue de la justice et de la sécurité en France, c'est gravissime depuis au moins une quinzaine d'années, que ça va pas s'améliorant. Et pour moi, ça serait vraiment le premier point, parce qu'en fait, je veux amener ma femme et mes enfants dans un pays où en fait, ils peuvent sortir dans la rue sans se faire massacrer, quoi. Et malheureusement, en France, c'est de moins en moins le cas. Donc pour moi, ça serait le première raison pour laquelle je pars. Donc c'est forcément pour partir dans un pays où il y a de la sécurité, quoi. Et c'est vrai que les pays développés, enfin les pays moins développés le sont pas forcément. Ou alors, si on va dans le cas extrême, il y a le Japon qui est le pays le plus sécuritaire du monde, mais pour le coup, culturellement, c'est compliqué aussi. C'est ce que j'allais te dire, de l'assimilation, on sera toujours vu comme des étrangers et à juste titre, hein, parce que physiquement, on se ressemblera pas d'un point de vue de la mentalité non plus. Et je pense que du coup, c'est un peu plus dur de s'assimiler, parce que là aussi, on vient pas dans un autre pays pour revendiquer qu'on est des Français et que vive la France et que machin, tu vois, au final. Oui, c'est pour en fait respecter le pays dans lequel tu arrives, se mettre aux mœurs et faire cet effort-là. Moi, honnêtement, si je devais choisir un pays, du coup, on partirait, c'est les États-Unis. Mais c'est aussi un des pays qui est les plus restrictifs en matière d'immigration, en tout cas quand on arrive d'Europe. Et où c'est pas aussi facile que s'installer que ça, parce qu'en fait justement on le disait avant, c'est déjà un pays où quand tu viens t'es très contrôlé, donc ils te font bien savoir que quand tu viens t'es étranger sur le sol et que t'es censé repartir à un moment, tu vois. Rien que quand tu pars en vacances là-bas, vraiment les aéroports, moi ça me tue comment ils contrôlent en fait, et puis ils sont pas spécialement sympas. Bon, nous on n'a jamais eu de soucis, mais c'est vrai que t'es fouillé au corps, voilà, si leur tête te revient pas, en fait tu passes sur le côté, ils te posent plein de questions. Je me rappelle plus, tu te rappelles, je sais plus où on avait eu ah non, peut-être c'était au Mexique, je me rappelle plus, mais on a vu des questions en mode qu'est-ce que vous faites là et pour combien de temps, et si machin, vous êtes ensemble, et oui, voilà, vous avez posé plein de questions là-dessus. En plus bon, on se débrouille en anglais, mais on n'est pas non plus bilingue, et en plus ils avaient des masques Covid dans l'aéroport, avec le bruit qu'il y a autour, je ne comprenais rien à ce qu'ils nous disaient. Et du coup, tu soulèves un autre point, c'est qu'aux États-Unis, en fait, est-ce qu'ils ont raison, je sais pas, mais ils limitent vachement les arrivées. Et en fait, tu peux pas arriver les mains dans les poches, en fait, faut avoir de la thune, clairement. En fait, ça se fait, hein, c'est possible, hein. Il y a plein de Français qui s'installent aux États-Unis. Mais en fait, il y a des cadres très précis où tu y vas. Soit tu y vas parce que tu vas être recruté par une boîte, et en fait, il faut que tu aies déjà ton contrat de travail avant d'y aller. Et en fait, forcément, pour une boîte américaine, si t'es recruté, c'est que vraiment t'as quelque chose qu'ils n'arrivent pas à trouver aux États-Unis, sinon ils prendront un Américain, ils vont pas se casser la tête. Parce que pour l'entreprise aussi, c'est des démarches administratives assez compliquées. Ou alors, faut arriver là-bas et créer une boîte. Pour créer une boîte là-bas, déjà il faut que je crois qu'il y a un séquestre, non, ils te demandent 50K, un truc comme ça, il me semble. Non, c'est même plus compliqué que ça. Tu dois créer une boîte, et je crois que quand tu crées ta boîte, il faut que tu déposes et tu dois employer des gens, tu vois. Non, oui, c'est ça, tu dois déjà embaucher un salarié aux États-Unis. Et en plus, c'est surtout que quand tu arrives, ta boîte, alors encore une fois, t'as différents cas, et puis je pense que t'as certains états où ça doit être un peu plus facile que d'autres, mais non, t'es pas à 50 ou 100 cas, je crois que tu dois poser 300 ou 400 cas sur la table pour créer ta boîte. Ils vont pas les garder dans ces caisses, mais c'est pour créer ta boîte là-bas, donc tu dois être capable de montrer que t'as financièrement ce qu'il faut. Donc en plus, ça veut dire que si tu vas juste en tant qu'investisseur, un peu ce qu'on sera demain, mais c'est compliqué, parce que on rentre pas dans les cases, quoi. Et puis il faudra qu'on vende, en fait, si on veut y aller. Il faudra qu'on se détache de certains biens pour récupérer le cash. Complètement. Et du cash où on n'est pas sûr de la renta après, de savoir où est-ce que ça part, tu vois. C'est ça. Donc c'est pour ça que les États-Unis, même si c'est un pays que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment que économiquement c'est le pays qui tient le plus la route, en tout cas dans notre sphère occidentale aujourd'hui, il est pas aussi facile que ça d'y aller.
Et c'est pour ça que, en plus, nous, étant donné qu'on a un gros patrimoine immobilier, ça aussi, ça compte. En fait, on pourra jamais se détacher de la fiscalité française à moins de vendre tout l'immobilier qu'on a. Mais en tout cas, là, actuellement, c'est beaucoup trop tôt pour s'imaginer qu'un jour, je sais pas, on vende tout notre immobilier et on part peut-être même refaire de l'immobilier dans un autre pays. C'est trop tôt parce qu'on n'a pas assez amorti de capital sur les prêts. Donc, t'as aussi cette réalité-là, c'est que si on part, c'est pas pour des raisons fiscales parce que dans tous les cas, on sera imposé en France sur notre immobilier. Donc, c'est pour ça que, je pense que partir à 100% et pas forcément ce qu'on envisage le plus en premier, mais ça serait plutôt un petit peu un compromis entre les deux, ou est-ce qu'on vivrait pas à moitié sur un autre pays, entre la France et cet autre pays, le temps de trouver quelque chose qui nous convienne, qu'on arrive à s'acclimater, parce que là encore, nous on n'est pas des English speakers, tu vois. Bah, ça peut le devenir, en fait, c'est qu'on n'a jamais eu l'opportunité vraiment de travailler. Moi j'ai une copine qui est du coup s'est expatriée en Angleterre, les professeurs de français et d'espagnol là-bas, et elle me disait qu'en vrai les premières années, en fait, c'est compliqué quand même si c'est une langue que tu maîtrises, tu vois, elle est largement bilingue, enfin vraiment, elle gère de ouf en anglais. Mais en fait, c'est compliqué d'être toujours sollicité dans une langue qui est pas la tienne. Et elle m'a dit que maintenant, elle réfléchissait en anglais. Parce qu'en fait, t'es obligée de t'acclimater, tu vois. Elle peut pas... c'est vrai qu'entre eux, maîtriser, on va dire, parfaitement une langue et être capable de parler 12 heures par jour dans cette langue-là, c'est vrai qu'il y a quand même, encore une fois, un petit fossé entre les deux. Ouais, c'est ça. Et c'est pas si facile, vraiment. Pourtant, quelqu'un qui avait une facilité, qui a été formé pour ça les premiers mois, je me rappelle, elle m'avait dit que c'était compliqué quand même. Ouais. Et qu'elle est bien quand elle rentre en France. Et c'est bien parce que du coup, on aborde un autre point, c'est la barrière de la langue, parce que on va dire que quand on parle, la Suisse, il n'y a pas vraiment besoin de se poser la question, tant que vous parlez français et un petit peu anglais, c'est réglé. Les pays anglophones, on considère quand même que c'est plutôt facile parce que tout le monde parle anglais ou tout le monde a au moins les Australiens, ils ont un giga accent, tu vois, faut faire gaffe quand même. Moi, c'est les Canadiens qui m'ont... Ah ouais? Ouais, honnêtement, pour avoir croisé les deux en vacances, qu'en fait, les Canadiens, il y a l'accent, mais il y a surtout la manière de parler anglais. C'est vrai qu'ils utilisent des drôles de mots et je me rappelle qu'on se comprenait pas. Des drôles d'expressions, en fait. Je sais pas, en fait, les Australiens, ils ont l'accent, mais ils parlent un peu comme les Américains, c'est-à-dire avec des phrases courtes et très, je sais pas comment on explique ça, mais assez descriptif, en fait. Enfin, et les Canadiens, ils tournent souvent un peu les phrases, genre comme si nous, on parle un peu en vieux français, quoi, c'est un peu particulier. Enfin bon, bref. Mais quoi qu'il arrive, l'anglais, c'est toujours quelque chose où tu peux faire face. Mais si maintenant tu parles d'un autre pays, je sais que, par exemple, moi, j'ai un ami qui aimerait bien s'expatrier en Russie, alors qu'il est pas russe, sa femme l'est, lui non. On en a déjà parlé. La langue russe, c'est autre chose. Avant de pouvoir parler le russe, si t'en as pas fait, on va dire, quand t'étais jeune et que t'as pas un niveau suffisant, quand tu débarques là-bas, t'as 30 ans passés, c'est compliqué de devenir bilingue russe, quoi. Et ça va te mettre une giga barrière juste dans ton mode de vie, c'est que tu vas te retrouver assez seul, à moins de rencontrer un groupe de Français là-bas et d'être tout le temps avec eux. Je veux dire, tu vas te retrouver assez seul dans le sens que tes interactions avec les habitants sur place vont être très très compliquées. C'est un peu le même problème qu'il y aura au Japon. Ouais, c'est clair. Le japonais aussi, va falloir là aussi pour l'apprendre. C'est ça, mais ça fait partie de pays où, pourquoi pas, ça pourrait s'imaginer de s'expatrier là-bas, mais la langue, à moins que tu aies des facilités ou qu'il y ait une raison dans ta vie qui fait que tu l'aies appris assez tôt. Et encore une fois, moi je serais pas à l'aise d'être dans un pays où, tu vois, je peux pas parler avec eux de leur langue. Enfin, tu vois, on s'assimile pas déjà. Par exemple, au Japon, on aurait vraiment on aura la tête des étrangers, mais en plus, si on fait pas l'effort de parler japonais, ça va. Mais après, c'est surtout pour y vivre, parce qu'encore une fois, quand tu pars en vacances, c'est pas la même chose. Tu vois, un truc tout bête, mais tu pars au Japon aujourd'hui avec ton téléphone, suffit même à la limite tu te parles en français, aujourd'hui t'as des applis, tu parles en français dans ton téléphone et il le traduit en japonais et ça permet de te faire comprendre, mais ça on va dire dans un but touristique c'est facile quoi. Oui, c'est facile, mais maintenant quand tu vis là-bas tous les jours et que tu veux un petit peu te créer ce lien social un peu, je sais pas, comme quand vous allez au supermarché, vous dites 3 mots à la caissière, vous partez au magasin bricolage, vous avez vous demandé un conseil pour savoir si vous achetez tel matériel ou plutôt celui-là, ça maintenant quand vous n'êtes pas touriste et que vous vivez sur place, si vous n'êtes pas capable de vous exprimer correctement dans la langue sur place, c'est très difficile. Et tu dirais du coup, qu'est-ce que l'expatriation, ça pourrait nous offrir? Bon, tu avais dit pourquoi est-ce que tu partirais, mais est-ce que d'un point de vue, tu penses, vu qu'on est sur un podcast d'investissement et de business, est-ce que tu penses qu'on aurait de meilleures chances de réussir financièrement et d'un point de vue, comment on peut dire, business aussi, tu penses qu'on peut mieux réussir qu'en France? Oui et non.
pour moi, c'est pas une question qui est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, si tu pars dans un pays type États-Unis, en fait, tu as des opportunités de business qui sont nettement plus importantes. C'est-à-dire que comme c'est un pays qui est plus développé, qui est plus de croissance économique, tu vas pouvoir plus facilement, on va dire, capter toi ton petit niveau, une petite partie de la croissance du pays que dans un pays comme en France où en fait il n'y a plus de croissance. Donc, tu as ce point-là qui est important. Mais il faut pas oublier dans quel business t'es et quels sont tes points forts. On peut même, par exemple, imaginer, si tu crées un business en France parce que tu as ton réseau en France, le problème c'est que c'est peut-être ton réseau en France qui va te permettre au début d'avoir tes premiers chiffres d'affaires que tu n'auras pas beaucoup plus difficilement aux États-Unis. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est si par exemple t'es dans l'investissement et que un peu comme nous et que t'es dans l'investissement immobilier, on va pas se mentir, mais la France est un des meilleurs pays au monde pour partir de zéro dans l'immobilier. Très sincèrement, on a les prêts avec taux fixe déjà. Exactement, en fait. Ici en France, à partir du moment où tu peux faire du prêt à 110%, tu peux emprunter à taux fixe avec des taux qui sont relativement bas comparés aux autres pays. C'est un gros point négatif pour faire des grosses affaires dans l'immobilier. Après, tu peux toujours dire qu'effectivement aux États-Unis, le droit est le droit est plus adapté pour protéger les bailleurs. T'as des endroits aux États-Unis où t'as des grosses rentabilités aussi. À l'époque, tu pouvais acheter une maison que tu louais à 15% de renta à Miami ou dans la banlieue de Miami il y a encore une petite dizaine d'années. Donc des opportunités dans l'immobilier, il y en a dans tous les pays. Mais c'est vrai que le fait d'être en France et d'avoir ces avantages-là, ils sont extrêmement importants. Moi, le principal avantage aussi que je verrais, c'est que on est quand même dans un pays très bureaucratique avec énormément d'administration, de procédures. Et en fait, d'autant plus en ce moment, avec ce qui nous arrive, je trouve que là, c'est flagrant et en fait, c'est très fatigant de se battre contre des règles qui n'ont pas de sens. Vraiment, par exemple, on est en train de faire le dossier chômage de Julien. Vous verrez les questions qu'on nous pose, j'ai l'impression qu'on est au CM2, tu vois. Ouais, pour ceux qui ont écouté l'épisode sur le chômage, je fais le dossier d'émission reconversion. Voilà. C'est vrai que c'est très infantilisant. Et en fait, c'est rien que ça, tu vois. Je veux dire, pourtant c'est un dû. On a cotisé. C'est un dû. On a cotisé, c'est une bonne raison pour côté de son chômage vu que tu vas créer une boîte derrière. Je veux dire, c'est tout le temps comme ça, des freins. Les mairies, les machins, même dans l'immobilier, c'est vraiment usant à force, tu vois. Et ça, moi, c'est peut-être un truc qui vraiment commence à me gaver en France. Et pourtant, expert comptable, on fait pas plus produit français que moi, tu vois. Mais nous, on a un avantage, c'est qu'on est très spécialisé dans le droit, la fiscalité, et la compta. Vraiment, on a un collab là-dessus et ça ferait, s'expatrier, ça serait perdre cet avantage-là. Mais des fois, je me dis, tant pis, on s'adaptera parce que vraiment, des fois, c'est trop compliqué, tu vois. Vraiment, je me dis. Il y a que, pour gagner sa thune en France, il faut vraiment le vouloir et bien gagner sa thune, tu vois. C'est vrai que tu as ces barrières administratives en France et c'est vrai qu'on est un des pays les plus bureaucrates du monde. Néanmoins, on est quand même un pays, alors c'est un avantage de la centralisation en France, c'est que les règles sont relativement les mêmes partout pour tout le monde et du coup c'est facile de les avoir. Ce qui n'est pas forcément vrai dans les autres pays. Tu vois, on va prendre un truc tout bête, mais la Suisse. Moi j'ai vu pas mal d'interviews de Français qui étaient partis créer des boîtes en Suisse, qui avaient dit qu'un des gros avantages de la Suisse, c'était que d'un point de vue administratif, c'était nettement plus simple, que t'avais moins cet aspect un peu pyramidal du style que en gros tu donnais ton dossier à la nana de l'accueil et qu'elle le passait un N+1, qu'il le passait un N+1 et qu'à la fin le personne qui te répondait tu pouvais jamais l'avoir au téléphone et que donc parce qu'il y a trop de personnes entre eux. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y avait trop de barrières et que tu pouvais jamais vraiment avoir une conversation avec la personne pour simplifier les échanges, alors que en Suisse, c'est possible parce qu'ils ont eu un fonctionnement administratif qui est différent, mais néanmoins, faut pas oublier que dans la Suisse, quand tu changes de canton, tu changes de règles. Alors pas sur tout, mais sur certaines règles. Aux États-Unis, c'est un pays fédéral, c'est pareil. Tu changes d'État, c'est pas les mêmes règles. Notamment, par exemple, on parle souvent de fiscalité. Aux États-Unis, t'es quasiment encore plus si t'es étranger, obligé de passer par alors c'est pas vraiment des avocats fiscalistes, mais ils ont des sortes de cabinets fiscaux qui font pour vous les déclarations d'impôts. Donc ça veut dire quand même qu'il y a certaines choses que t'es obligé de déléguer aux États-Unis parce que les règles, elles sont pas aussi simples que chez nous. Sachant que là-bas, tu peux même avoir des règles qui changent d'un canton à un autre canton. C'est pas les cantons sans suite.
comté. Non, c'était d'un comté. Parce que tu sais, dans l'État aux États-Unis, t'as les comtés. Oui, les comtés, et d'un comté à un autre comté, ça peut changer aussi. Donc, c'est des choses qui font que, pour connaître les règles en France, je pense qu'on est un des pays les plus simples parce que tout est très, très centralisé et qu'en fait, les règles à Bayonne sont les mêmes qu'à Strasbourg. Et enfin bon, Strasbourg, c'est le mauvais exemple parce qu'il y a pas mal de différences en Alsace-Moselle, mais je veux dire, entre Arras et Bayonne, c'est les mêmes règles. Et ça, c'est assez facile à gérer. Maintenant, tu vas dans des pays qui, certes, sont administrativement moins compliqués, tu vas vite te retrouver dans beaucoup plus de difficultés d'accès aux 10 règles. Oui. C'est vrai que c'est à prendre en compte. Après, tu vois, du coup, je sais pas. Enfin, c'est un truc à voir aussi. On peut jamais trop savoir. En fait, le point est intéressant, mais tu vois, moi, c'est pas ce qui ferait que je partirais. Ouais. Il y a un truc aussi un peu plus dur pour moi, je pense, ça serait de quitter la culture française. Je pense qu'on se rend pas compte de la qualité qu'on peut avoir en termes de vie. Je parle pas de la sécurité, mais d'un point de vue culture, la bouffe, etc. On s'en rend compte quand on voyage un petit peu et que la viande qu'on mange, tu sens que c'est de la viande un peu moyenne, que vraiment, pour le coup, on a quand même... je trouve qu'on a quand même une qualité de vie d'un point de vue environnement. La France est riche en paysages, en cultures différentes, en produits de terroir. Et ça, je pense histoire. En histoire aussi, rien que le pain, mon Dieu. Enfin, tu vois, il y a des choses... Si je te dis l'histoire et tu me dis le pain, quel rapport entre les deux? Non, mais tu vois ce que je veux dire, du coup, c'est vraiment ça où je me dis, en fait, tu sais pas que ça te manquera juste le jour où tu le perds, tu vois, où tu te diras, putain, ça prend à faire, bon, pas le pain, bien évidemment, mais... tu vois, la qualité de la viande, etc. Oui, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. C'est que c'est pour le coup, on est un des meilleurs pays au monde pour l'aspect culinaire. Même si je trouve que, tu vois, bon, c'est encore un aparté qui a pas grand à voir avec l'épisode, mais les derniers restos qu'on a fait, on a souvent été un peu déçus, tu vois. Donc en ce moment, le niveau est plutôt à la baisse là-dessus. Mais je suis d'accord avec toi que suffit qu'on était parti en vacances au Mexique l'an dernier. On était très contents de revenir en France parce qu'à un moment donné, la bouffe qui servait là-bas, même si elle était bonne, en fait, c'est pas qu'elle est fade, mais c'est que c'est toujours très gras, c'est toujours très sucré. Ouais. C'est pas la même saveur qu'on peut retrouver dans notre nourriture à nous. Et après, sur l'aspect culturel, notamment tu parlais des enfants, c'est vrai que l'Europe et la France, c'est des pays qui sont très riches en culture, alors que quand vous allez aux États-Unis, au Canada, à l'Australie, c'est des pays qui sont très récents, qui ont pas vraiment d'histoire, je veux dire, à plus de 200 ans en arrière. Donc, c'est pour ça que, pour le coup, en France, tu vas dans n'importe quel village, t'as toujours une église qui est là depuis 1000 ans, t'as toujours les restes d'un vieux château, une grande tour du village qui était la demeure du Seigneur. Enfin, c'est un truc de fou où vraiment on a beaucoup de points à s'intéresser là-dessus quand on aime ces choses-là. Et c'est vrai que ça peut manquer quand tu pars dans des pays qui ont pas d'histoire, quoi. Et bon, après, il y a toujours le fait d'être loin de tout, tu vois. Ça, c'est un point vraiment... moi, je pense qu'aussi, c'est un des trucs qui me freine le plus. Quitter ses amis, quitter sa famille. Alors, même si on n'est jamais loin, je veux dire, on n'a pas d'enfants, genre on en a, on aimerait bien que les grands-parents soient quand même à côté, tu vois. Donc, c'est compliqué, il faudrait les faire venir souvent. Donc ça joue aussi dans la balance. Comme tu dis, c'est pour ça que j'ai remarqué que la question de l'expatriation, c'est quelque chose qui revient rapidement dans les conversations, mais qui est pas si facile à avoir parce que, comme tu dis, tu vas avoir la question. En fait, là où tu vis, t'as aussi une aspect zone de confort, c'est normal. En général, on aime bien où on vit ou alors on déménage. Hein. C'est clair. Donc c'est pour ça que quand tu te dis, je vais partir à l'étranger, on sous-estime un petit peu cet aspect du mindset de se dire, voilà, je sors de ce que je connais, je sors de ce que j'ai l'habitude, je sors de mes amis, je sors de mon réseau, je sors de là où j'ai ma famille. Et c'est ça qui peut parfois être un peu plus difficile et que je pense qu'on sous-estime beaucoup et qui fait que la réalité, quand tu regardes les chiffres de l'expatriation, t'as pas tant de gens qui s'expatrient. En tout cas, dans notre génération, t'en as un peu plus. Ou alors ils reviennent après. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire qu'ils partent vraiment sans jamais revenir. Il y en a pas énormément parce que beaucoup reviennent. Et après, les autres qui s'expatrient, c'est parfois un peu des fausses expatriations, mais faut pas oublier que dans les chiffres des expatriés français, vous avez beaucoup des très très riches. Donc on va dire que ceux qui ont des patrimoines supérieurs à 10 millions d'euros et donc qui déjà dans les chiffres ne pèsent pas tant que ça et qui en plus eux voyagent énormément. Donc en fait, je sais pas si vous imaginez, mais si vous avez un jet privé, en fait, peu importe que vous vivez ou n'importe où sur la planète, si demain vous voulez aller voir votre mère en campagne, vous allez voir votre mère en campagne, tu vois, c'est clair. Donc il y a aussi ce point-là qui compte aussi, c'est-à-dire ton environnement socio-économique et qui fait qu'à un moment donné, si tu as les moyens de vraiment pouvoir financer tes déplacements sans aucun souci, ces questions-là d'être
dans l'éloignement de sa famille sont moins compliqués que c'est vrai si tu pars de zéro dans un autre pays où là tu dois travailler, tu mets de l'argent de côté, tu te dis bon mais je vais peut-être pas gâcher mon budget vacances en faisant 3 allers-retours par an pour aller voir ma famille, même si j'ai très envie d'avoir, tu vois, c'est toujours pareil, c'est des points que tu dois peser les uns face aux autres pour prendre tes décisions là-dessus. Et du coup, pour ceux qui pourraient peut-être se poser la question, nous, on n'a pas de pays d'expatriation prédestiné. C'est même pas spécialement un sujet. Peut-être qu'on y pense, peut-être pas trop. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, on a travaillé très dur les dernières années pour avoir ce qu'on a aujourd'hui. À partir de l'année prochaine, on compte voyager un petit peu, rien que pour nous, les vacances déjà. C'est ça, et puis un petit peu pour se rendre compte de comment est le monde, parce que c'est toujours pareil. S'imaginer vivre dans un pays avant de vivre dans le pays, c'est compliqué. L'avoir vu, et puis voilà, s'il y en a un qui nous plaît, d'abord on testera un mois. Des vacances après, de plus en plus longues, c'est ça. C'est ça, et voir vraiment si on pourrait s'y plaire. Oui. Donc on n'est pas prêt de s'expatrier, je pense. C'est ça. Mais voilà pour notre point de vue sur l'expatriation. C'est ça. Bon, en tout cas, nous on fait pas partie de la team qui vous dise expatriez-vous pour la fiscalité, parce qu'encore une fois, si vous êtes malin, vous êtes bien accompagné, que vous vous formez sur ces sujets-là et que vous allez là où on peut faire du flouze en France sans se bloquer, enfin sans partir en fait en étant dans les meilleurs régimes fiscaux. Certes, la fiscalité elle est chère en France, mais en réalité, par rapport à la fiscalité que vous auriez pour les mêmes investissements ou la même entreprise dans un autre pays, vous ne payerez pas beaucoup plus. C'est ça. Bon, je pense qu'on arrive sur la fin. Je pense qu'on arrive sur la fin de cet épisode. On vous remercie de nous avoir écoutés. Tiens, oui, on va faire le point maintenant. On a oublié d'en parler dans l'intro. Mais Google Podcast disparaît. Oui, punaise. Donc je pense que c'était notre 3e ou 4e plateforme où il y a le plus de gens qui nous écoutent. Donc c'est pas la principale. Mais voilà, pour les quelques auditeurs qui nous écoutent sur Google Podcast, vous avez dû recevoir la notif. Le site disparaît en juin, donc d'ici un mois à peu près qu'on a enregistré cet épisode. Et c'est remplacé par YouTube, c'est-à-dire que dans YouTube maintenant ils ont regroupé les deux et vous avez un onglet podcast, donc les chaînes YouTube maintenant sont aussi des chaînes de podcast. Donc pareil, je sais qu'au tout début on nous avait demandé si on allait faire une chaîne YouTube, et au début je l'avais pas fait parce qu'à l'époque YouTube était pas aussi bien fait, je pouvais pas envoyer ce qu'on appelle le flux RSS du podcast sur YouTube, c'est-à-dire que je pouvais pas faire en sorte que les épisodes sortent sur YouTube comme ils sortaient sur les autres plateformes Spotify, Podcast, Google Podcast. Donc c'était plus compliqué, ça me demandait un autre logiciel, ça me faisait perdre beaucoup de temps, donc c'est vrai que j'avais décidé de pas le faire. Et maintenant, comme ils ont tout simplifié, que maintenant YouTube en un clic je mets le podcast dessus, écoutez, je l'ai fait, tous les épisodes sont disponibles sur YouTube, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu parce que YouTube ça fonctionne, un pouce bleu c'est pas en mode 5 étoiles, donc des épisodes que vous avez aimés, on vous en remercie vraiment. Et donc voilà, en plus si maintenant peut-être que vous aviez peut-être pas Spotify Premium et que vous avez YouTube Premium, vous pouvez aller nous écouter là-dessus, et surtout n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. On se dit à la semaine prochaine. Ciao. À bientôt. Ciao.